Donc, bonjour à tous. Merci d'être venus pour ce nouveau Café Brousse qui aura pour sujet les crédits et certificats biodiversité. Donc, juste pour introduction, c'est Café Brousse, c'est un format du groupe de travail Pays en développement et biodiversité qui regroupe les acteurs français, qui représentent des structures diverses. Ça peut être des bureaux d'études, des associations, des organismes publics ou de recherche, et qui mettent en œuvre des projets de préservation de la biodiversité dans les pays en développement. Et donc aujourd'hui, on accueille Alain Carsanti, donc docteur en sciences sociales et économiste et chercheur au CIRAD, pour nous présenter ce sujet. Donc, il est spécialiste des instruments économiques, des politiques publiques, notamment sur le climat et la biodiversité, avec un fort intérêt sur les forêts tropicales. Et donc, je vais lui laisser la parole pour une trentaine de minutes. Et ensuite, on aura 30 minutes d'échange, de questions-réponses. Donc, je vous invite à indiquer vos questions dans l'onglet questions et réponses et à privilégier par rapport à la conversation, que c'est plus facile pour les trier. Et donc, sans plus attendre, Alain, je te laisse la parole. Merci beaucoup Magali. Donc, alors je vous remercie donc de cette invitation. Je vais vous présenter. Ma présentation aura deux parties en fait. La partie sur les crédits biodiversité, instruments de compensation, et la seconde partie, ce sera sur les certificats biodiversité, voire les certificats nature, instruments de contribution. Et donc, j'ai choisi d'avoir ces deux parties pour qu'on fasse bien la distinction entre ces fameux crédits et ces certificats qui sont des instruments, disons, en émergence. Alors, si vous voulez, les crédits biodiversité, il faut revenir d'abord à la question de la compensation biodiversité qui existe dans de très nombreux pays que l'on connaît en France. Et vous verrez que, alors en France, on n'utilise pas encore pour l'instant, enfin, ça commence avec les sites naturels de compensation, mais disons de crédit biodiversité, puisqu'on fait de la compensation biodiversité, ce qu'on peut appeler à la demande. Mais voyons les principes généraux de la compensation. Le principe général, c'est pas de perte nette, si vous voulez, c'est pas de perte nette effectivement de biodiversité lorsque on met en place des actions d'aménagement, de développement. Ça peut être la construction d'une route, d'une autoroute, d'un chemin de fer, d'un espace, d'un centre touristique ou autre. Et donc, dans cette affaire, on a une doctrine que vous voyez ici en bas. En France, c'est la doctrine française de 2012 qui dit la chose suivante. Il est admis que tout n'est pas compensable. Lorsqu'en l'état des connaissances scientifiques et techniques disponibles, l'équivalence écologique ne peut être obtenue, le projet en l'état ne peut en principe être autorisé. J'aime beaucoup le en principe puisque il y a un caractère, un côté un peu désabusé, c'est-à-dire qu'on sent que le rédacteur de cette doctrine considère qu'en général on fait les projets, c'est-à-dire que dans cette fameuse doctrine éviter et réduire et compenser, le premier terme qui est le plus important, c'est éviter. Ben, généralement, on évite rarement, puisqu'il y a des impératifs de créer des emplois, disons, de faire de la croissance, etc. Mais c'est donc cette doctrine qui sous-tend la question de la compensation. Donc on a des impacts, on a en principe on va faire en sorte d'abord d'éviter, mais comme je vous l'ai dit, c'est le point faible de cette compensation, c'est que généralement il y a toujours des bonnes raisons pour ne pas éviter. Donc on fait le projet. On va essayer ensuite d'éviter, de réduire, enfin plutôt de réduire les pertes, les impacts, hein, le plus possible avec les techniques disponibles. Puis on a forcément des pertes résiduelles, c'est-à-dire on a des impacts et c'est là qu'il faut compenser. Alors théoriquement, ça veut dire qu'on veut essayer de retrouver en équivalence écologique à peu près les mêmes habitats, les mêmes fonctionnalités qui ont été impactées, qui ont été dégradées ou détruites. Et on peut même demander soit l'équivalence, c'est-à-dire ce principe de type zéro perte nette, qui est un deuxième principe important, qui est un objectif qu'on atteint rarement, là aussi, il faudra le dire. Très souvent, maintenant, on pousse pour avoir des gains nets même, c'est-à-dire pour aller au-delà de la simple compensation, pour essayer d'avoir des gains nets de biodiversité. Alors d'abord, c'est un instrument réglementaire, la compensation. Même si il existe aussi des formes de compensation, de compensation volontaire.
C'est quelque chose qui a émergé aux États-Unis dans les années 70 avec, disons, le Clean Water Act. Ça concernait les zones humides. Ça s'est ensuite répandu dans de nombreux pays comme le Canada, l'Australie, l'Allemagne, etc., etc., la France. Et donc, je passe rapidement sur cette diapo. Donc, c'est un instrument qui n'est pas nouveau, hein, même si l'opérationnalisation a été un peu plus tardive, même y compris aux États-Unis, puisqu'il a fallu attendre à peu près 20 ans pour avoir une forme disons, d'opérationnalisation à peu près systématique. Alors, les pays qui mettent en œuvre la compensation écologique, là, c'est quelque chose que j'ai emprunté à Biodiv 2050, hein, c'est la CDC Biodiversité qui avait effectivement publié ça il y a 2 ou 3 ans. Ça a peut-être un petit peu évolué, mais je n'ai pas vu de carte plus récente. Bon, en gros, si vous voulez, plus c'est foncé, plus ça veut dire il y a des règlements sur il y a des règlements sur des règlements sur la compensation obligatoire. Donc vous voyez qu'il y a un continent et des régions qui sont assez mal pourvues, c'est plutôt l'Afrique et plutôt toute la partie Moyen-Orient où il n'y a pas de loi, ou alors il y a des lois qui sont en train d'être mises en place, mais qui sont assez peu appliquées. Tout ce qui est assuré, également, c'est le fait qu'il peut y avoir de la compensation volontaire. Alors on va trouver ça, par exemple, en Afrique, au Tchad, au Cameroun, que vous voyez au milieu. Vous avez des entreprises pétrolières, gazières, minières, elles ont signé un certain nombre d'accords, comme les principes de l'Équateur, vont faire de la compensation volontaire en essayant de reprendre le plus possible la doctrine et disons, les normes et les critères de la compensation réglementaire qui existe ailleurs. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on mesure la biodiversité? Tout le problème étant que, évidemment, contrairement au carbone, vous n'avez pas de métrique pour la biodiversité. Quand je dis le carbone, c'est le climat. C'est-à-dire on a ce qu'on appelle le CO2 équivalent. C'est une manière d'essayer d'avoir une métrique unique pour un ensemble de gaz à effet de serre qui ont des durées de vie différentes et qui ont des pouvoirs de forçage radiatif différents. Donc même dans le climat, c'est pas si simple. Si vous voulez, on a des conventions parce qu'on a on a des choses qui sont différentes, mais on essaie d'avoir une sorte d'étalon qui est le CO2, CO2 équivalent. Et pour la biodiversité, ben, le problème est encore plus complexe parce que faut-il regarder le nombre d'espèces, faut-il regarder les habitats de ces espèces? Faut-il traiter la question des équivalences à travers les fonctionnalités, retrouver des fonctionnalités à peu près similaires dans les zones humides? Quelle place faut-il donner à la connectivité, aux corridors et aux réseaux qui sont très importants du point de vue écologique? Et est-ce que on peut également réfléchir, avoir des équivalences en termes de services écosystémiques? Donc, ce sont des questions qui se posent lorsqu'il y a des actions de compensation, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va regarder en priorité? Alors, à mon avis, d'après mon expérience, on regarde beaucoup les habitats, disons, qui habitent des espèces, parce que c'est la manière qui abrite des espèces, parce que c'est la manière la plus simple au fond, de traiter le problème. Alors, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que la compensation, c'est d'abord quelque chose, ce qu'on appelle en anglais du like for like, c'est-à-dire ça se fait en nature. C'est vraiment la logique de base, c'est-à-dire que vous détruisez un habitat, vous détruisez un certain type d'écosystème, on va vous demander de protéger, de restaurer un écosystème équivalent, donc avec un certain nombre d'équivalences qui sont mesurées par les habitats ou autres. Donc, a priori, la philosophie de la compensation, c'est qu'on ne passe pas par l'argent. C'est-à-dire que vous n'avez pas de système d'évaluation, disons, d'évaluation économique des habitats ou des services écosystémiques. Et vous devez véritablement restaurer en nature ce qui a été détruit. Toutefois, comme tout système a ses exceptions, tout mécanisme a ses exceptions, et il y a un certain nombre de cas dans lesquels la compensation peut prendre la forme de transfert financier vers un organisme tiers. Ça peut être un fonds de compensation qui va être géré par un gouvernement, par une collectivité locale. Ça peut être un organisme de gestion des ressources naturelles. Ça peut être des fondations ou des associations de protection de la nature, des communes, etc.
C'est souvent utilisé en dernier recours. Par exemple, dans certains cas, la compensation en nature est impossible, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à trouver du foncier, des terrains pour pouvoir faire vraiment toutes les compensations qui sont demandées. Donc on commence à faire les compensations et puis quand on n'arrive pas, on trouve pas de zone équivalente à proximité, et j'insiste sur la question de proximité parce que on verra que c'est aussi un point important, on ne fait pas des compensations à l'autre bout du monde, on le fait le plus possible proche des zones d'impact. On peut avoir de la compensation financière qui se fait par le versement d'argent pour se libérer d'une partie de ses obligations de compensation. Mais au départ, on essaie de compenser d'abord disons, en nature le plus possible. Dans d'autres pays, c'est toléré, donc il y a des cas dans lesquels, même si les mesures en nature sont privilégiées, on peut, là aussi, dans des cas de difficulté, de trouver du foncier, de trouver des espaces où on pourra faire les compensations, et bien, se libérer à travers des versements financiers. Et puis, il y a certains endroits où c'est un mode de compensation à part entière qui est admis. Dans certains États des États-Unis, en Norvège, etc. Enfin, vous voyez une liste de pays où cela peut être effectivement accepté, c'est-à-dire ce sont des choses qui se discutent avec le gouvernement et on peut totalement se libérer de ses obligations de compensation à travers des compensations financières. J'insiste quand même sur un point, euh, c'est quand même globalement quelque chose qui s'éloigne des doctrines, si vous voulez, de la compensation biodiversité, dans lequel on demande vraiment aux gens de privilégier toujours la compensation en nature et non pas l'argent qui effectivement est quelque chose finalement qui s'éloigne un petit peu de cette philosophie centrale de la compensation biodiversité. Alors, vous avez deux types de compensation. Vous avez ce qu'on appelle la compensation à la demande, c'est-à-dire que c'est celle qu'on connaît le plus, hein, c'est celle qu'on connaît jusqu'à présent en France, même si depuis quelque temps il y a des sites naturels de compensation, on va en parler brièvement, qui est la compensation par l'offre. Là, c'est la compensation à la demande. C'est-à-dire que cette compensation est mise en œuvre au cas par cas, soit par un maître d'ouvrage, soit par un tiers spécialisé. Généralement, c'est souvent le maître d'ouvrage, donc la SNCF par exemple, qui construit une ligne à grande vitesse va s'adresser donc à une société spécialisée un bureau d'études spécialisé dans les questions de compensation. Et tout se fera quand même sous la direction du maître d'ouvrage. Et ce maître d'ouvrage va assumer bien sûr la responsabilité financière et légale de la compensation, c'est-à-dire que le respect des actions de compensation, donc les actions de compensation, de restauration, de conservation d'un écosystème, doivent durer un certain nombre d'années. Disons, on est autour de, je crois, de 70 ans à peu près en France. Et pendant ce temps-là, la responsabilité donc légale, elle est au maître d'ouvrage, donc à celui qui, par exemple, la SNCF dans le cas d'espèce. Alors, on a des mesures compensatoires qui sont donc réalisées en nature. Ça peut être des actions de restauration, de réhabilitation, de création ou encore de préservation d'habitat. Euh, la question de la préservation des habitats, bien sûr, est une forme de compensation à part entière. Euh, Elle génère quand même toutefois des problèmes d'effet d'aubaine, bien évidemment, parce que il faudrait vraiment qu'on préserve des habitats pour qu'on ait les équivalences des habitats qui soient menacés. Or, c'est toujours ce problème d'additionnalité bien connu dans beaucoup d'instruments économiques, c'est-à-dire est-ce que ce que l'on conserve, est-ce que ce que l'on protège, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui aurait été menacé de destruction, qui aurait été détruite sans le projet? Donc ça, c'est un problème assez important aussi de l'efficacité disons, de la compensation, de tous les systèmes de compensation. Donc cette forme de compensation à la demande, c'est la plus fréquente, en particulier dans le cas de démarches volontaires où elle est pratiquement systématique. Et vous avez également un autre système qui est un système qu'on appelle de compensation par l'offre. Alors ça, c'est un système dans lequel le maître d'ouvrage, donc l'organisme, l'entreprise dont l'activité va générer des impacts négatifs sur la biodiversité, il peut avoir la possibilité d'acheter des crédits, et là apparaît ce terme de crédit biodiversité, qui pour l'instant n'apparaissait pas, comme vous l'avez vu dans la compensation à la demande. Là, nous avons les crédits biodiversité qui apparaissent. Alors, ces crédits de biodiversité de compensation peuvent être achetés chez un tiers spécialisé, public ou privé, afin de pouvoir s'acquitter de son obligation de compensation. En fait, ces crédits biodiversité, ils auront été générés en amont, c'est-à-dire peut-être plusieurs mois, plusieurs années auparavant, par des actions de restauration, de réhabilitation des habitats.
Et si vous voulez, ces tiers spécialisés, ce sont, alors l'exemple le plus connu, c'est celui des États-Unis, mais vous verrez que maintenant, c'est en train de se développer dans d'autres pays, au Royaume-Uni, ça existe aussi en Australie ou autre. Donc cette compensation par l'offre. Là, aux États-Unis, vous avez des mitigation banks, qui sont ce qu'on appelle des banques d'atténuation ou des banques de compensation, qui peuvent être publiques ou privées. Il y en a à peu près 1200 aux États-Unis, et qui vont en avance, effectivement, connaissant les endroits, connaissant, disons, les impacts, le développement généralement est planifié, on sait où vont passer les routes, où vont s'ouvrir les mines, etc. Donc, on sait quels sont les écosystèmes qui vont être impactés. Et à ce moment-là, vous avez toutes ces actions en amont de restauration, d'achat de terres pour les conserver ou pour disons, les restaurer quand se sont déjà dégradées. Ces systèmes, généralement, sont extrêmement encadrés par des autorités environnementales publiques, avec donc des consultants qui sont agréés et qui vont travailler avec, disons, le maître d'ouvrage, avec, pardon, les banques de compensation, notamment, en tout cas les organismes tiers, pour fixer le nombre de crédits requis pour alors compenser l'impact. Ça, c'est avec effectivement les maîtres d'ouvrage, donc avec ces entreprises. Donc, même principe d'équivalence que pour la compensation à la demande. Et du côté, si vous voulez, des actions en amont de restauration, de conservation, eh bien, à chaque fois qu'il y a une action de restauration ou une action de conservation, des consultants, donc agréés par les autorités environnementales, vont dire, ben, cette action de restauration vous permet de générer tant de crédits biodiversité correspondant à tel type d'habitat. Et de la même manière, quand il y a des opérations d'aménagement et de développement, lorsqu'il y a des impacts, eh bien, les consultants travaillent avec les entreprises pour dire, eh bien, là, vous avez un impact négatif, et vous devez le compenser en achetant tant de crédits de telle nature. C'est-à-dire que tel habitat, tel écosystème, on va demander d'acheter des crédits spécifiques, particuliers, qui correspondent précisément à la restauration d'un autre côté ou la conservation d'un habitat semblable. C'est à peu près, c'est comme ça que ça marche, donc cette compensation par l'offre. Alors, le coût du crédit, ça reflète le coût de la mise en œuvre des mesures compensatoires en nature. C'est-à-dire que lorsque vous avez des opérations, notamment de restauration, eh bien, ça va se refléter dans le coût du crédit. Et la particularité également de la compensation par l'offre, ce qui le distingue de la compensation à la demande, c'est que le système permet généralement un transfert de la responsabilité légale et financière du maître d'ouvrage à l'organisme. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, c'est la banque de mitigation, donc la banque de compensation, qui est responsable du maintien du système effectivement de compensation, de la conservation, de la restauration sur la durée, sur plusieurs dizaines d'années. Alors c'est jamais perpétuel, ça devrait être perpétuel, mais enfin c'est pas le cas parce que bien évidemment dans les systèmes économiques, ça n'existe pas, disons le côté perpétuel, mais vous avez ce transfert de responsabilité légale et financière. Alors, quel est l'avantage de ce système? Alors, l'avantage théorique, c'est que vous avez soit une approche qu'on peut appeler une approche réactive, c'est-à-dire que dès lors que vous avez dans la compensation à la demande, vous avez une opération, la construction de lignes de chemin de fer, il va falloir compenser, donc on va chercher, le maître d'ouvrage va chercher avec ses partenaires des endroits pour compenser. Donc en rouge, vous avez vous avez ici les impacts effectivement négatifs, et puis vous allez essayer de trouver, disons, des zones où vous pouvez acheter du terrain, vous pouvez faire effectivement de la réhabilitation ou autre. Ce qui, du point de vue écologique, vous n'avez pas de cohérence forcément. Ça va être, on va essayer de trouver des zones où faire des compensations. Alors que théoriquement, avec la compensation sur l'offre, ce qui est possible, c'est d'avoir des choses qui soient beaucoup plus cohérente du point de vue écologique, c'est-à-dire d'avoir des approches dans lesquelles on va pouvoir regrouper dans des lieux pour avoir des masses critiques, disons, les espaces de restauration, les espaces de compensation, et y compris en faisant éventuellement des corridors pour pouvoir avoir quelque chose de cohérent du point de vue d'une trame écologique. Alors, c'est quelque chose qui est un avantage théorique. Reste à voir, il n'y a pas énormément d'évaluation de ce point de vue, reste à voir si ça marche vraiment. Mais en tout cas, c'est ce qui est proposé comme avantage, si vous voulez, c'est-à-dire cette possibilité de travailler sur des espaces dans lesquels on va faire des actions cohérentes et complémentaires du point de vue écologique. Alors,
Voici quelques exemples qui viennent. Là, c'était la thèse d'Anne-Charlotte Vessière, hein, c'est extrait de son travail, qui vous montre en Floride comment est-ce que les banques de compensation peuvent générer des crédits. Vous voyez que là, il y a trois exemples on va avoir des crédits qui vont correspondre à trois types d'écosystèmes différents, des zones humides estuaires, des zones humides palustres et forestières, des zones humides palustres et émergentes. Donc là, on est dans le cadre effectivement de compensation qui correspond à des zones humides, mais vous voyez que une zone humide, il peut y en avoir effectivement plusieurs. On va avoir des nombres de crédits qui vont être effectivement autorisés à être mis en marché par les consultants qui vont travailler avec ces banques de compensation, qui vont dire, ben, selon la pratique, selon votre effort de restauration ou de conservation, vous pouvez générer tant de crédits. Et disons qu'ensuite, ces crédits peuvent être commercialisés. Alors, il y a une partie qui, qui peut être générée avant même, dès que les documents légaux et financiers sont faits. Et puis, quand les travaux et de mise en œuvre du plan de restauration sont mis en œuvre, vous avez 25% de plus. Et quand vous avez l'atteinte des critères, c'est-à-dire que les objectifs qui ont été fixés avec les consultants, avec les experts pour la restauration sont atteints, vous avez la dernière tranche, c'est-à-dire la moitié des 50% qui peuvent être libérés. Alors, ce qui est aussi important de dire, c'est que la compensation écologique, ça se fait, pardon, compensation écologique, ça ne se fait pas dans des espaces très éloignés. Vous avez ce qu'on appelle des aires de service qui correspondent à l'activité des banques, hein. Et les banques, alors les banques, d'abord les banques elles-mêmes, elles ont des périmètres d'action qui sont très variables, hein. Ça va entre 20 et ça c'est pour la Floride simplement, c'est entre 20 et 9800 hectares. En moyenne, c'est à peu près 800 hectares, effectivement, disons, quel territoire couvert par une banque. Et de toute façon, les actions de compensation, elles se font dans des aires de service. C'est-à-dire ces aires de service, c'est à peu près la taille, si vous voulez, de différents départements français. Vous voyez qu'on est la superficie moyenne, c'est autour de un peu plus de 350 000 hectares il y en a des plus grandes. Et cette superficie moyenne, il peut y avoir des aires de service plus grandes et des aires de service effectivement qui sont également plus petites. Alors, parmi les choses, alors la restauration, on voit à peu près ce que ça veut dire hein, sur un espace dégradé. Vous avez un instrument qui est utilisé, ce qu'on appelle les conservation easements, qu'on peut traduire par des servitudes perpétuelles et compensées de conservation. C'est-à-dire que là, vous avez, alors d'une part, on a la taille des marchés est limitée, ça on l'a dit avant. On a une obligation de créer un fonds, il y a des obligations de créer des fonds qui vont garantir la gestion à long terme du site sur lequel la compensation a été réalisée. Donc c'est une sorte d'assurance, hein. On demande effectivement que la banque crée un fonds pour assurer la permanence de la compensation. Alors sur des terres qui ont été contractées avec les propriétaires, notamment parce que les terres qui sont achetées par la banque, il n'y a pas de problème. Les terres sur lesquelles on passe des contrats, parce que les propriétaires, il y a des propriétaires qui gardent leurs terres, vous allez avoir ces fameux conservation easements qui vont être mis en place, c'est-à-dire que c'est un contrat de type un peu de type paiement pour service environnemental, si vous voulez, dans lequel le propriétaire s'engage à ne pas développer, par exemple, une zone humide qu'il peut avoir sur son terrain ou un espace naturel particulier où il va éventuellement s'engager à restaurer un espace, voilà, dans ce cas de ce contrat. Ça peut être vérifié par des ONG qui sont partenaires ou par les autorités publiques. Alors, ce qui est intéressant, si vous voulez, dans le cadre de ces conservation easements qui se font sur des terres privées, c'est que ce sont des droits d'usage qui sont, d'une certaine manière, droits d'usage associés à la propriété privée, qui sont remis dans le domaine public parce que ces droits privés associés à la propriété, bah, finalement, le propriétaire s'en défait d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'il abandonne ce qu'on peut appeler ses droits de développement. Et donc, c'est une manière, si vous voulez, de socialiser un petit peu, de socialiser un petit peu la propriété privée. Donc, c'est quelque chose qu'on peut noter. Vous avez alors, aux États-Unis, c'est un exemple. Vous avez aujourd'hui beaucoup d'autres exemples où il y a des systèmes de crédit biodiversité. Le dernier en date, c'est le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, c'est assez intéressant, c'est que ce qui est demandé maintenant aux développeurs depuis 2021, c'est de surcompenser. C'est-à-dire qu'on demande des compensations non pas à 100%, mais à 110%, c'est-à-dire qu'on demande des gains nets de biodiversité. Alors en utilisant une métrique institutionnelle qui va être centrée sur les habitats, sur les haies, les cours d'eau. Vous voyez, donc ce sont les critères qui vont être utilisés.
Euh, et alors, ce qui est particulier, c'est que on a des unités de biodiversité qui sont un peu comme des crédits de biodiversité qui vont être dérivés de cette mesure. Les promoteurs, donc qui surcompensent sur leur site, c'est-à-dire qui vont au-delà de 110%, peuvent vendre des unités excédentaires. C'est-à-dire que si vous avez des obligations de compensation, ok, vous compensez, vous surcompensez à 110%, et si vous faites encore mieux, vous pouvez vendre effectivement à d'autres. C'est-à-dire on est un peu comme un système de marché un peu de crédit carbone, si vous voulez. On est dans un système où la production là peut être décentralisée au niveau de gens qui font de la qui font de la compensation, qui peuvent être y compris des propriétaires fonciers, des propriétaires privés. Il y a un certain nombre de choses, hein. Bon, on va pas aller très vite. Les habitats irremplaçables ne sont pas éligibles à la compensation, donc tout n'est pas compensable, hein. C'est cette idée que on ne peut pas. Il y a certains habitats qui ne sont pas concernés par la compensation, c'est-à-dire normalement c'est une interdiction, une protection stricte, hein. Et ce qui est important aussi, c'est que on retrouve le principe de l'idée qu'on compense localement. C'est-à-dire que les actions de compensation, plus vous compensez à distance de la zone d'impact, plus vous devrez acquérir des unités. Vous avez une sorte effectivement de pénalité. C'est-à-dire que si vous achetez des terres ailleurs ou si vous allez effectivement faire des opérations de compensation beaucoup plus loin, vous devrez acheter plus d'unités, c'est-à-dire être au-delà des 110%, si vous voulez, qui sont fixés. Euh, et si vous n'arrivez pas justement à trouver, si vous êtes un développeur et que vous n'arrivez pas à trouver suffisamment de terrain pour faire remplir vos obligations de compensation, le gouvernement, donc vous pouvez acheter ce qu'on appelle des statutory biodiversity credits, c'est-à-dire que vous allez pouvoir, le gouvernement britannique va vous vendre des crédits biodiversité qui ont été générés en avance là aussi, différents endroits. Si vous n'arrivez pas à compenser sur le site ou vous n'avez pas sur le marché, donc puisque vous avez des gens qui peuvent générer des crédits biodiversité, et donc si vous n'arrivez pas à les acheter, le gouvernement peut vous vendre ce qu'on appelle des crédits biodiversité statutaires obligatoires. Et ce prix des crédits biodiversité statutaires va être plus élevé que le prix des crédits équivalents sur le marché, c'est-à-dire qu'on va vous les vendre, vous pourrez les acheter au gouvernement britannique, mais au prix fort, beaucoup plus cher que sur le marché ou beaucoup plus cher que si vous faisiez eux-mêmes la compensation. L'idée, c'est de donner la priorité effectivement au marché ou à la compensation. Voilà ce panorama très bref si vous voulez, si vous voulez, de la compensation biodiversité. Alors, le problème qu'on connaît très bien, hein, sur la compensation, donc c'est tout à fait critiqué, c'est-à-dire la critique porte sur le principe de la compensation au sens où est-ce que vraiment on peut avoir des équivalences? Est-ce que ces équivalences sont, et ça c'est tout le problème des métriques de la biodiversité, on sait qu'il y a des choses qu'on ne pourra pas remplacer. On sait qu'on n'arrive pas à véritablement obtenir l'objectif pas de perte nette, no net loss, pas de perte nette, généralement on n'y arrive pas. Et le problème, si vous voulez, c'est que nous sommes devant le problème classique, enfin le problème bien connu de la séquence éviter, réduire et compenser. C'est qu'en réalité, on compense alors que dans la plupart des cas, on devrait simplement s'abstenir de détruire un certain nombre d'écosystèmes parce qu'on sait que de toute façon, tout n'est pas compensable, mais que, en fait, ce type de considération n'est pas prise en compte. On développe quand même, c'est ce que je vous disais au début, donc c'est le principal problème. Cela dit, une fois qu'on a dit ça, vous voyez que comme au Royaume-Uni, on peut durcir la compensation, c'est-à-dire que il est toujours mieux d'avoir des obligations de compensation que de ne pas en avoir du tout, comme ça se passe encore dans de très nombreux pays, que la qualité des compensations est très variable selon les réglementations, etc., qu'on peut durcir la compensation de l'intérieur, c'est-à-dire oui, on peut demander de la surcompensation, on peut également, si vous voulez, être plus rigoureux sur les questions d'équivalence. Donc c'est un instrument qui a beaucoup de défauts, mais enfin, il a quand même le mérite d'exister. Alors maintenant, je voudrais vous parler si vous voulez, on a terminé sur cette question des crédits biodiversité. Donc vous voyez que les crédits biodiversité sont associés à un certain type de compensation biodiversité qui sont la compensation par l'offre. Donc c'est bien particulier. Jusqu'à présent en France, ça n'existait pas. Ça existe maintenant. C'est tout récent qu'on a la possibilité de faire de la compensation par l'offre à travers les sites naturels de compensation. Et je voudrais vous parler maintenant des certificats biodiversité qui, eux, s'inscrivent dans une logique différente qui est une logique de contribution. Alors, si vous voulez, de quoi il s'agit?
Il s'agit tout simplement d'essayer de trouver des vecteurs de financement de l'action, de projets qui vont engendrer des gains nets de biodiversité. Ça peut inclure aussi la conservation, si on peut démontrer l'additionnalité. Et là, la différence, déjà, c'est que ça ne sert pas à compenser. Il n'y a pas de limitation géographique, c'est-à-dire que on peut très bien avoir, disons, des acheteurs japonais qui vont acheter des certificats biodiversité pour compenser, pas pour compenser justement, excusez-moi, pour contribuer, par exemple, contribuer, si vous voulez, à la restauration de la biodiversité en Éthiopie, par exemple, c'est tout à fait possible. Il n'y a pas de limitation géographique de ce point de vue, ce qui est la première différence avec les crédits biodiversité qui, eux, sont toujours dans une logique locale le plus possible. Et le financement, donc ces certificats biodiversité, ce financement peut être réalisé. Alors, du point de vue des acheteurs, soit en relation avec les impacts négatifs dans leur chaîne de valeur, donc, il peut y avoir une entreprise qui fait du café, qui va décider qu'elle va financer, par exemple, le développement de l'agroforestier, de café agroforestier au Mexique, hein, c'est tout à fait possible. Euh, Même si ce n'est pas dans une logique de compensation, mais ça s'en rapproche, si vous voulez, c'est de dire qu'on a des impacts et donc c'est quand même intéressant de faire ça dans sa chaîne de valeur et éventuellement dans les pays où on intervient. Ça peut être complètement déconnecté de l'activité, c'est-à-dire que ça peut être tout à fait une entreprise qui n'a aucune relation avec telle filière ou telle chaîne de valeur et qui décide simplement qu'elle est intéressée, qu'elle veut contribuer à la conservation, à la restauration de la biodiversité mondiale et qui décide effectivement donc de financer un certain nombre de projets en achetant des certificats biodiversité. Donc c'est une logique de contribution à un effort collectif de conservation et de restauration de la biodiversité. On peut dire aussi que c'est une optique de paiement basée sur les résultats. On va y revenir, hein, parce que l'idée, c'est que les certificats biodiversité seraient basés sur des résultats en termes de restauration, de gain net de biodiversité. Encore faut-il, vous verrez que ça pose quand même un problème parce qu'il faut quand même pouvoir financer le démarrage des projets. Et si on attend de payer sur des résultats, on ne peut pas financer le démarrage de projet. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'abord la sémantique. Bon, je parle de certificat biodiversité, mais cela dit, même lorsqu'on parle de contribution, la majorité des acteurs continuent à parler de crédit biodiversité sans faire la distinction entre la partie compensation et la partie contribution. C'est-à-dire c'est les deux logiques. L'IED britannique a proposé le terme de biocrédit pour bien distinguer ça de ce qu'on appelle en anglais les biodiversity offsets, qu'on peut appeler les crédits biodiversité. Mais offset, c'est directement la compensation et dans le nom. Donc il propose de parler de biocrédit pour parler de ces instruments de contribution. Alors en France, vous avez l'Organisation for Biodiversity Certificates, l'OBC, qui a proposé le terme de certificat biodiversité et notamment pour clarifier le débat, parce que dès lors que vous parlez de crédit, tout crédit suppose un débit, bien sûr, en comptabilité, et ça renvoie automatiquement à l'univers de la compensation. Donc la manière vraiment de pouvoir clarifier le fait qu'on parle d'une chose vraiment différente, c'est de se parler de certificat. Donc c'est pour ça que je vous ai parlé de certificat, même si tout le monde n'utilise pas ce terme, notamment dans l'univers anglo-saxon, on est plus réticent à parler de certificat, on va plutôt parler de crédit. Et l'exemple intéressant, c'est Vera, un grand acteur du marché de la certification des crédits carbone, qui propose maintenant deux instruments. Là, ils ont terminé leur consultation publique et donc ils lancent effectivement ces instruments. Ils appellent ça un crédit nature. Alors ils disent très clairement, le crédit nature, ça ne sera pas de l'offset, ça ne sera pas la compensation. Ils basent ça sur ce qu'on appelle un hectare de qualité et d'amélioration de la biodiversité par rapport à une situation de référence suite à des activités menées dans le cadre d'un projet. Donc, c'est instrument présenté comme de la contribution. Euh, Vera a dit il y aura dans ce crédit nature à la fois des questions carbone, des questions biodiversité et disons une dimension sociale, c'est-à-dire les partages de bénéfices avec les communautés qui sont donc trois piliers que Vera met en avant. Vera met en avant également un crédit pour la gestion de la nature, hein, qui serait, nous dit Vera, un type de crédit qui inclut ou augmente la viabilité financière des zones qui ont été historiquement bien gérées,
En fait, cela cible véritablement, par exemple, les populations autochtones qui, dans des zones forestières ou donc, dont les pratiques, dont les modes d'existence ne posent pas de problème, effectivement, pour la biodiversité. Bon, on va dire que ce sont des gens qui, traditionnellement, par leur mode de gestion, gèrent les forêts ou les espaces de biodiversité sans problème. Donc ça, c'est une question, effectivement, qui est très discutée, c'est-à-dire que est-ce que payer si vous voulez, des groupes, des communautés qui ont déjà un mode de vie qui est tout à fait compatible avec le maintien de la biodiversité. Alors c'est le problème de l'additionnalité, si vous voulez, c'est-à-dire est-ce que dans ce cas-là, est-ce que ces certificats pour la gestion de la nature seraient additionnels? Est-ce que véritablement ça change quelque chose ou pas? Alors très clairement, du point de vue de Vera, donc cette deuxième catégorie de crédit, ce n'est pas du tout additionnel, mais c'est beaucoup plus quelque chose qui augmente la viabilité financière, comme ils disent, des zones qui ont été historiquement bien gérées. Alors, les métriques, si vous voulez, on a toujours ce problème de métriques qui est toujours le même, hein. Il y a de nombreuses métriques. Toujours le problème, chaque métrique répond à certains objectifs particuliers. Elles ont leurs points faibles, leurs points forts. Tout dépend des objectifs qu'on assigne à ces différentes méthodes. L'OBC propose quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'il propose que les certificats biodiversité puissent être émis sur la base des pratiques agricoles, sylvicoles ou pastorales, qui seraient des pratiques qui seraient évaluées à dire d'experts, et les experts diraient, ben, écoutez, dans tel contexte, avec tel type de sol, avec tel type de climat, avec tel type effectivement de mode de production, telle pratique ou telle pratique, effectivement, elle est susceptible de maintenir ou d'améliorer la biodiversité et dans tel ou tel contexte. Donc c'est quelque chose qui est vraiment assez différent, si vous voulez, c'est-à-dire il n'y a pas de recherche systématique d'adopter telle ou telle métrique. On dit, voilà, est-ce que ces pratiques sont bonnes pour la biodiversité dans tel contexte, à dire d'experts, et à ce moment-là, ça peut être la base effectivement de paiement, disons, d'émission de certificats biodiversité proposés à la vente sur un marché à des acheteurs. Ça pose la question de l'additionnalité. Alors, qu'est-ce que c'est que l'additionnalité? Donc, on y revient. Normalement, l'additionnalité, ça signifie qu'une action, une pratique, une activité est mise en œuvre en dehors du cours habituel des affaires, de ce qu'on appelle le business as usual, qui se serait produit même sans financement supplémentaire apporté par des crédits. Alors, dans les systèmes de compensation, vous comprenez bien, le critère d'additionnalité est absolument essentiel pour des questions pour éviter des effets d'aubaine et pour garantir l'intégrité environnementale. Si effectivement on fait de la compensation, mais que cette compensation ne change rien parce que de toute façon c'est de la conservation par exemple et que l'écosystème n'était pas menacé, votre système de compensation ne vaut pas grand-chose parce que vous n'avez pas, il y a pas cette additionnalité n'est pas respectée. Évidemment, l'un des problèmes, c'est que si on est trop strict, comme c'est souvent avec la conservation qu'on a un problème d'additionnalité, l'un des problèmes, c'est que si on a une définition trop restrictive de l'additionnalité, ça peut défavoriser les actions de conservation, ce qui poserait effectivement un problème. Dans une logique de contribution, qui est celle qui nous intéresse ici, une faible ou une absence d'additionnalité ne va pas poser de problème d'intégrité environnementale particulier, puisqu'il ne s'agit pas de compenser, il s'agit effectivement de contribuer. Par contre, ça pose quand même un problème avec le fait que on va drainer du financement dans des zones qui n'auraient pas forcément eu besoin, parce que finalement, la conservation aurait eu lieu de toute manière, et ça peut priver de financement des zones ou des projets qui auraient vraiment eu besoin de ça, mais simplement qui auront été moins agiles du point de vue marketing pour pouvoir effectivement émettre des certificats biodiversité ou autres. Voilà. L'autre critère important, c'est que bien sûr, ces actions génératrices de certificats ou de biocrédits, si vous voulez, si on prend le terme d'IED, doivent être alignées avec les stratégies nationales et pas en contradiction avec le cadre mondial Kunming-Montréal de la Convention sur la diversité biologique. Alors, une des grandes questions, c'est est-ce que on peut avoir, disons, un marché secondaire pour ces certificats biodiversité? Alors, c'est un débat. Le débat, c'est que pour l'instant, qui va acheter des certificats biodiversité? Ce qu'on pense, c'est d'abord, il y a bien sûr toute la philanthropie effectivement qui peut être importante, mais il n'y a pas que ça. Il y a des engagements d'entreprises dans le cadre de la RSE. On sait aussi qu'avec les nouvelles obligations de reporting, notamment qu'on a en Europe autour de la CSRD, avec la double matérialité, les entreprises vont devoir effectivement montrer dans leur rapport quel est leur impact également sur la biodiversité.
biodiversité, quel est l'impact sur la nature. Et donc, de ce point de vue, cela peut encourager un certain nombre d'entreprises à être acheteurs de certificats biodiversité. Ça peut être simplement une conscience de la dépendance du modèle d'affaires à certains éléments de la biodiversité. On pense aux firmes pharmaceutiques, on pense aux firmes qui font de la cosmétique, etc., etc., ou simplement aux producteurs de café, de chocolat, etc., etc., qui peuvent se dire, nous sommes dépendants, disons, de la bonne santé des écosystèmes, donc nous allons financer, à travers l'achat de ces certificats biodiversité, un certain nombre d'actions qui favorisent ces écosystèmes dans la chaîne de valeur ou dans les pays où on intervient ou à côté, si vous voulez. Donc, c'est pas de la compensation, mais ça se rapproche un petit peu de ce point de vue de la compensation. Alors, il faut bien comprendre que ce sont d'abord des instruments de communication, ces fameux certificats, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation, c'est du volontaire. On est dans des logiques où les entreprises ou des institutions financières veulent montrer leur contribution à la restauration, préservation de la biodiversité. Alors la question c'est de savoir est-ce qu'on peut les revendre? Si vous voulez, si vous achetez des certificats biodiversité, est-ce que vous allez les revendre? Alors très clairement, à mon avis, il y a deux cas de figure. Soit vous achetez des certificats, il y a des achats de certificats et qu'il y a une communication dans le reporting ou auprès des clients, auprès des actionnaires pour dire, voilà, j'ai contribué en achetant ces certificats à la restauration de la biodiversité dans tel ou tel contexte, etc. À ce moment-là, d'une certaine manière, à ce moment-là, on peut dire que le certificat biodiversité, il a été utilisé, il a été retiré et il n'est pas revendable puisque une fois que vous avez communiqué dessus, vous n'avez pas à la revendre à une autre entreprise qui va refaire une communication alors en disant j'ai contribué. Si vous voulez, ça n'aurait pas tellement de sens. Ce qui est possible, par contre, c'est qu'effectivement, on ait des investisseurs qui financent en achetant des certificats biodiversité, qui financent des projets, qui contribuent à leur génération ou qui achètent des certificats biodiversité qui ont déjà été générés par des projets, mais qui ne communiquent pas dessus et qui, effectivement, par contre, vont spéculer dessus, c'est-à-dire, effectivement, vont ensuite essayer de les revendre plus cher à des entreprises qui, elles, veulent communiquer. Et à ce moment-là, vous pouvez avoir, il est tout à fait possible d'envisager qu'il y ait un marché secondaire même si ça paraît pas pertinent si c'est de la communication, mais il est tout à fait possible, comme pour les crédits carbone, d'avoir effectivement des intermédiaires, donc qui vont acheter des crédits carbone, pas pour la compensation, mais qui vont la revendre à des grandes firmes qui, elles, ont besoin de compenser de manière volontaire, d'afficher la compensation. Donc c'est important parce que dans les cas, ça peut être soit des actifs, c'est-à-dire on peut les revendre, donc c'est un actif, soit ce sont des dépenses de communication, parce que on a acheté en bout de chaîne, finalement, un certificat biodiversité, on va communiquer dessus, donc c'est une dépense de communication beaucoup plus qu'un actif, parce qu'on ne va pas le revendre. Alors, le dernier point, enfin un des derniers points, si vous voulez, c'est que on peut penser que si vous voulez, ces certificats, ces biocrédits, si vous voulez, comme vous voulez, peuvent être scindés en deux parties successives. C'est une discussion qui est en cours. Euh, je vous ai dit que ce qui est important, c'est de pouvoir financer également l'investissement dans des projets et pas seulement attendre que les résultats viennent plusieurs années après pour dire eh bien, on a maintenant des résultats en termes de biodiversité, c'est attesté par des indicateurs. Donc là, on peut émettre des certificats biodiversité. En fait, si on veut financer des changements de comportement ou des changements de pratiques effectivement en amont, il faut pouvoir financer dès lors que les pratiques sont mises en œuvre. Alors ça, c'est une discussion possible, c'est que ces certificats pourraient être scindés en deux parties successives, en deux parties. On pourrait émettre des certificats au moment effectivement de la mise en œuvre d'une activité qui, à dire d'expert, est une pratique qui, à dire d'expert, va être favorable à la biodiversité. Et ça permettrait de financer, de faire sortir d'une certaine manière, de déclencher un certain nombre de choses qui manquent de financement. Et il pourrait y avoir une deuxième tranche, d'une certaine manière, de ces certificats qui pourraient être émis une fois que les objectifs de gain net de biodiversité sont vérifiés, sachant que ces gains peuvent être différés dans le temps, plusieurs années plus tard, éventuellement. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir ce double niveau. L'idée étant de combiner le principe du paiement en résultat qui est important parce que bien évidemment ce qui nous intéresse c'est le résultat. Simplement on sait que les résultats ils doivent découler d'investissements et ces investissements il faut pouvoir les financer. Donc très souvent c'est la contrainte d'investissement qui fait qu'il n'y a pas d'adoption des pratiques. Donc ça serait une possibilité de combiner cette question des pratiques et des résultats, mise en œuvre des pratiques et des résultats avec deux tranches de paiement, disons pour des certificats biodiversité.
Et c'est à ce moment-là, bon, à ce moment-là, ça pose un certain nombre de questions sur le marché secondaire, mais on va pas y revenir. Je suis déjà un petit peu long. Je voudrais vous parler des deux derniers points. Quelle valeur, si vous voulez, de ces fameux biocrédits ou certificats? Alors, très clairement, il s'agit là aussi de quelque chose qui va être mesuré à partir des coûts de l'effort. C'est-à-dire que ce qui va être important, c'est que ces certificats correspondant à des pratiques, il y a un effort d'investissement, il y a un effort éventuellement de travail quand les gens plantent des ou font un certain nombre de pratiques qui demandent du temps de travail, qui demandent des efforts. Donc, bah, c'est les coûts de l'effort. Ça peut être des coûts d'opportunité pour la conservation, c'est-à-dire qu'il y a un manque à gagner, donc les gens renoncent à un certain nombre de choses. Donc ça va déterminer éventuellement, si vous voulez, comment va se façonner la valeur de ces fameux certificats biodiversité. C'est associé à des coûts de restauration, à des coûts de conservation. Maintenant, il est tout à fait possible que des acheteurs soient disposés à payer plus que les coûts nécessaires en fonction de l'importance écologique perçue des éléments de la biodiversité. C'est-à-dire, en fait, si vous avez probablement des endroits où vous avez des certificats biodiversité pour conserver des espèces emblématiques végétales ou animales, on peut penser, je ne sais pas, aux lémuriens à Madagascar, par exemple, il est tout à fait possible que ces certificats se vendent plus cher parce que ça correspond à des habitats qui abritent des espèces emblématiques et donc les acheteurs seraient prêts à payer plus cher. C'est tout à fait possible. Ça peut avoir des effets pervers, c'est-à-dire que ça peut, si vous voulez, vous pouvez avoir un effet d'éviction avec une concentration des projets sur vraiment les espaces qui contiennent des espèces emblématiques au détriment de ceux qui abritent une biodiversité moins spectaculaire. Alors pour terminer, ma dernière slide, c'est ce qui est intéressant dans cette discussion, c'est que peut-être que ça ouvre vers quelque chose qui pourrait être une sorte de classe unique de certificat d'impact. C'est-à-dire, nous sommes dans le cadre du marché volontaire très clairement, vous savez que dans ce cas du marché volontaire, vous avez des crédits carbone marché volontaire, vous avez donc maintenant ces certificats biodiversité ou ces crédits nature de Vera, disons, qui sont dans des logiques de contribution. De plus en plus, vous avez des critiques sur la compensation, notamment dans le carbone, mais également biodiversité, on en a parlé qui sont la logique de compensation est de plus en plus critiquée au regard de l'intégrité environnementale. C'est-à-dire, est-ce qu'on compense vraiment ou est-ce que disons, ce sont des effets d'optique. Et progressivement, vous avez de plus en plus la logique de contribution sur ce marché volontaire qui commence à émerger. On a même dans le marché carbone, y compris des entreprises qui expliquent que, OK, elles achètent des crédits carbone, mais elles savent très bien que finalement, ce n'est pas pour faire de la compensation, c'est pour contribuer à un effort collectif, mais elles achètent des crédits carbone alors qu'elles ont déjà elles-mêmes fait tout l'effort de réduction des émissions dans leur chaîne de valeur. Alors, l'idée, c'est que dans ce débat, on vise des impacts, c'est-à-dire qu'on vise des impacts positifs à travers ces certificats et non pas des compensations, ce qui pourrait ouvrir la possibilité qu'il y ait une évolution, c'est-à-dire qu'on arrête de découper les services écosystémiques en tranches et qu'on aille vers une seule classe de certificats qui pourrait porter sur à la fois le carbone, donc toutes les questions climatiques, la biodiversité, et il y a également d'autres services écosystémiques qui sont liés à la qualité de l'eau, à la disponibilité de l'eau dans les zones arides, à la santé des sols et bien sûr aux bénéfices apportés aux communautés locales. Et ça, si vous voulez, cette idée d'avoir ce bouquet de services, ou en tout cas de pouvoir prendre en compte plusieurs services de manière simultanée, euh, avec le social, ça sera vraiment lié à des contextes. C'est-à-dire que dans certains cas, la question de l'eau sera plus importante que la question du carbone, la question de la biodiversité sera plus importante que vous voyez, la hiérarchie, disons, des objectifs pourra être déterminée par les contextes et par les besoins des territoires et des usagers. Et au fond, une classe moi j'appelle ça des certificats nature ou des contributions nature, si vous voulez, eh bien, ça serait quelque chose qui serait totalement lié à des territoires parce que, au fond, les arbitrages entre l'importance à donner à différents services va dépendre des besoins des territoires et donc on aurait quelque chose qui serait beaucoup plus, qui serait beaucoup plus au service des usagers des territoires. Alors finalement, l'idée, c'est que le paradigme sur le marché volontaire soit de dépasser ces questions de crédit carbone, crédit biodiversité, etc., ou certificat biodiversité, pour qu'on ait quelque chose qu'on pourrait appeler des certificats nature ou des contributions nature, qui seraient vraiment centrés sur des impacts positifs et qu'on abandonne le terme de crédit. Et alors ça ouvre aussi la possibilité de fournir un instrument
pour ce fameux article 6.8 de l'accord de Paris, qui sont ces fameuses approches non marchandes intégrées, globales et équilibrées, qui pour l'instant sont un peu le parent pauvre, puisqu'on parle beaucoup dans le marché du carbone de l'article 6.2, de l'article 6.4, et l'article 6.8, c'est effectivement quelque chose qui est lié à des approches non marchandes à de la contribution. On pourrait, dans ce cas de l'article 6.8, c'est quelque chose qui pourrait effectivement trouver un débouché également en résonance avec un article 6.8 qui pour l'instant est un peu le parent pauvre de l'accord de Paris. Voilà ce que je voulais vous dire, et donc je pense qu'on aura un certain nombre de questions possibles. Je vais arrêter le partage. Merci beaucoup Alain, merci pour cette présentation extrêmement claire qui met bien en avant tous les enjeux du débat sur ce sujet-là. Avant de laisser la place à quelques questions, il nous reste une petite dizaine de minutes. Je voulais juste prendre la parole rapidement pour rappeler que dans le cadre de la préparation du prochain congrès mondial de la nature de l'UICN qui se tiendra du 9 au 15 octobre 2025 à Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis, le comité français de l'UICN a coordonné avec ses membres et ses experts une motion sur le sujet des certificats biodiversité qui est portée par le Muséum national d'histoire naturelle et qui s'intitule Encadrer les mécanismes de financement basés sur des certificats biodiversité et garantir des effets positifs sur la nature. Donc le texte de cette motion a été discuté, validé lors du dernier congrès français de la nature qui s'est tenu en septembre dernier. Et qui sera déposé donc prochainement sur la plateforme des motions du Congrès mondial en vue de son adoption en tant que recommandation de l'UICN et donc qui deviendra une position internationale, on l'espère. En parallèle de ce travail, le comité français de l'UICN a également publié récemment une note de position de 5 pages sur les crédits et certificats biodiversité à l'occasion de la COP16 biodiversité et qui présente une série de recommandations que je vous invite à lire et que je vais mettre ici en partage dans la fenêtre conversation. Donc je vous la mets ici, voilà, vous pouvez la retrouver. Et donc maintenant, je laisse la place à Magali pour les quelques questions qui sont adressées à Alain. Merci. Oui, merci beaucoup. Du coup, j'enchaîne tout de suite sur les questions. On a une première question de Gaëtan qui demande comment ces certificats biodiversité pourraient être certifiés et mis sur le marché, par quel mécanisme, donc international versus national, marché volontaire, et par quel type d'acteurs? Oui, alors, certificat, ça suppose effectivement une validation, une vérification. Alors très clairement, j'ai cité l'exemple de Vera qui s'est positionné sur ce qu'ils appellent les crédits nature, qui en fait sont clairement quelque chose qui s'inscrit dans la logique de contribution. Euh, je pense que nous allons avoir des certificateurs, des vérificateurs indépendants qui vont probablement émerger du privé. Vera étant un exemple, mais je sais que Plan Vivo prépare un certain nombre de choses également dans le même sens. Des gens qui ont l'habitude de faire de la certification, donc ça vient de l'univers des crédits carbone où il y a déjà pas mal de choses qui sont faites en termes de certification. Il y en aura d'autres. Et je pense qu'il y a toutes les chances pour que ça ressemble beaucoup à ce qui se passe sur le marché volontaire du carbone, c'est-à-dire qu'on ait des standards, ensuite des organismes certificateurs qui vont vérifier que les standards effectivement qui sont proposés sont appliqués, c'est-à-dire que véritablement on atteint que les certificats biodiversité correspondent à soit des pratiques, soit la combinaison pratique et résultats obtenus plus tard. Et que ensuite il est tout à fait possible qu'on ait derrière disons des gens qui se spécialisent dans la commercialisation de ces certificats biodiversité, voire des places de marché dans lesquelles le certificat biodiversité pourrait être proposé. Globalement, on a l'expérience des crédits carbone sur marché volontaire. Je ne parle pas de la question de l'intégrité environnementale des crédits carbone volontaires, hein, qui est tout à fait discutable et qu'on a beaucoup discuté. Je parle simplement du mécanisme, qui fait appel à une logique d'abord de standard pour dire finalement à quoi devraient répondre les certificats biodiversité, des organismes de certification qui travailleront, sont un peu des auditeurs si vous voulez, qui pourront délivrer les certificats sur la base de standards, et puis ensuite des vendeurs, des places de marché. C'est probablement comme ça que ceci va se structurer. Merci Alain. Une autre question, cette fois-ci de Benoît. Est-ce qu'il existe un site internet qui recenserait les banques de compensation par pays?
Non, alors disons que alors les banques de compensation, si vous voulez, l'exemple, c'est véritablement les États-Unis où il y a il y a pas mal de papiers qui ont été produits, hein, donc ça, vous pouvez trouver ça sur Internet. Je pense que la thèse d'Anne-Charlotte Vessière était très intéressante sur la Floride. Elle donnait une explication très claire. On doit trouver ça on doit trouver cette thèse quelque part en ligne. Euh, Sinon, moi, je vous renvoie également, il y a pas mal de choses qui ont été faites par la CDC Biodiversité sur ces différents systèmes et sur les questions de compensation par l'offre, notamment, il y a tout le développement aujourd'hui de la compensation par l'offre en France à travers les sites naturels de compensation, par exemple. Merci. Alors, on a une question de Léa qui fait référence au cas d'étude qui a été présenté en Floride. Est-ce que quelles sont les méthodes de mesure de la biodiversité qui ont été adoptées? Est-ce qu'il y a un cadre standardisé au niveau national ou international qui est mobilisé? Alors, pour la question de la Floride, ben, ce sont disons, le cadre, je ne le connais pas précisément, mais enfin, disons qu'on est sur les logiques d'équivalence écologique, beaucoup sur les zones humides, hein, comme vous l'avez pu le voir, puisque bon, la Floride est un endroit où il y a beaucoup de zones humides. Et donc, ce sont effectivement des consultants, des experts qui sont agréés et qui vont regarder, disons, enfin, on voit très bien que ce sont des habitats et la fonctionnalité des habitats qui est en cause, c'est-à-dire est-ce que on a différents types de zones humides et donc on va regarder l'impact qu'il y a sur ces habitats et comment on peut avoir des trajectoires de restauration, de conservation de ces habitats. Euh, En fait, il va y avoir, il y a une certaine variété, comme je vous l'avais vu, parce qu'il y a différentes métriques qui sont possibles, qui sont utilisables. Au niveau international, il n'y a pas d'éléments, il y a pas effectivement de grandes, comment dire, de grands standards qui a été développé de manière internationale. Il est très probable qu'on aura disons, des standards qui vont se développer. Alors peut-être au niveau national sous l'égide d'autorités environnementales, mais très probablement au niveau local, au niveau par exemple des sites naturels de compensation, bah, il y a un certain nombre effectivement de critères qui sont en France qui sont mis en place. Donc là, c'est des choses qui seront, à mon avis, qui seront beaucoup plus au niveau local, parce que il est difficile. La spécificité de la biodiversité, c'est que ce sont des choses quand même sur lesquelles le niveau local va être déterminant. Il est difficile d'avoir des choses qui soient très très génériques à l'échelle internationale. On peut avoir des grands principes, ils existent, on a des métriques, effectivement, elles existent, mais même l'utilisation des métriques va dépendre des contextes. Merci. Et on a Nicolas qui demande si les pratiques de l'agriculture régénérative ou de conservation dans leur version américaine peuvent rentrer dans ce cadre de crédit biodiversité si elles sont bien encadrées dans des pratiques tangibles, traçables, voire certifiées. Alors, je ne peux pas vous dire pour les États-Unis si c'est quelque chose qui se fait. Par contre, si vous voulez, dans le cadre de la logique que propose l'OBC, où on parle de pratiques agro-sylvo-pastorales, là, les questions d'agriculture générative, encore faut-il s'entendre sur ce qu'on met derrière agriculture régénérative, pourraient tout à fait, au contraire, si vous voulez, être incluses. Pourquoi? Parce que, notamment si vous avez regardé la dernière diapo, moi ce que je propose, c'est que véritablement on élargisse encore le spectre, c'est-à-dire qu'on parle des certificats biodiversité vers des choses qui seraient des certificats nature, qui vraiment intégreraient également la santé des sols, y compris le cycle de l'eau, etc. Et donc de ce point de vue, dès lors qu'on attaque la santé des sols, on sait une bonne partie des pertes de biodiversité viennent aussi des pratiques agricoles qui sont inadaptées, qui détruisent la biodiversité des sols. Et donc de ce point de vue, ça me paraît très important justement qu'on puisse avoir des certificats biodiversité qui permettent de financer la mise en place de pratiques agroécologiques qui permettront, de ce point de vue, de travailler sur la biodiversité au niveau local, au niveau des pratiques agricoles. Donc,
je ne peux pas vous dire pour les États-Unis parce que je n'ai pas une connaissance suffisante effectivement de cela, mais en tout cas, dans ce qui est en train de se dessiner sur ces questions de certificat biodiversité, notamment autour des pratiques, oui, la question des sols, donc l'agriculture régénérative, on verra ce qu'on met dedans, à mon avis, ce sont précisément des choses qu'il faudra prendre en compte, oui. Merci. Et Priscilla demande comment on peut garantir que les certificats potentiellement émis par de très petites géographies, comme par exemple les îles, ne soient pas négligés au profit de certificats qui proviennent de territoires plus vastes, notamment en raison des coûts élevés de vérification qui peuvent être préjudiciables pour les développeurs de projets dans les petites îles. Oui, ça c'est possible. Moi, j'avais plutôt insisté sur l'idée que, comment dire, qu'il y aurait plutôt une sorte de concentration sur les zones à biodiversité emblématique, beaucoup plus que sur d'autres zones, c'est-à-dire notamment que les prix des certificats biodiversité pourraient être beaucoup plus élevés lorsqu'on travaille avec des habitats, avec des espèces emblématiques. C'est ce que je disais tout à l'heure. Sur les îles, bon, tout dépend. Effectivement, il peut y avoir au contraire, disons, on peut avoir les deux choses. On peut avoir sur des îles, il y a souvent de la biodiversité endémique. Donc, ça peut être particulièrement valorisé parce qu'on peut trouver précisément des éléments de biodiversité qu'on ne va pas trouver ailleurs et qui peuvent donner une certaine spécificité. Donc il peut y avoir des coûts de vérification plus élevés dans des petites îles parce que précisément ben, on n'aura pas forcément l'expertise où il faudra déplacer des gens pour faire les vérifications. Donc c'est tout le problème de l'insularité. En même temps, l'autre avantage, c'est que finalement, il peut y avoir des primes à de la biodiversité endémique, précisément parce qu'on est sur des caractères, sur des zones isolées, et on va trouver ce qu'on ne trouve pas ailleurs. Merci. Et Didier demande ce qui explique que les crédits biodiversité soient si soutenus au niveau international par la France. Il y a une raison particulière. La raison particulière, disons, alors il peut y avoir des bonnes ou des mauvaises raisons. Je dirais que, enfin moi j'ai vécu ça au moment du One Forest Summit, hein, c'est-à-dire au Gabon en 2023, où en fait, disons qu'une des questions qui se posait, c'était comment aider les pays qui ont beaucoup de forêts et qui ont peu de déforestation, comme le Gabon par exemple. Et à l'époque, l'idée était de dire, bah, si on n'arrive pas à avoir des crédits carbone, parce qu'il y a un problème d'additionnalité, si vous voulez, s'il n'y a pas de déforestation payée pour simplement la conservation des forêts, généralement, il n'y a pas beaucoup de mécanismes qui le permettent. Et donc, c'est à ce moment-là que la question des crédits biodiversité a émergé. Mais a émergé, à mon avis, dans une grande confusion conceptuelle, parce que, si vous voulez, c'est pas parce qu'un pays a beaucoup de biodiversité qu'il va pouvoir émettre beaucoup de certificats biodiversité. Encore une fois, ce qui est important dans cette affaire, ce sont vraiment les actions, c'est-à-dire d'avoir des pratiques et des actions. C'est pas simplement de dire, c'est comme pour le carbone, c'est pas parce que vous avez beaucoup de carbone que vous allez pouvoir émettre beaucoup de crédits carbone. Par contre, si vous avez des actions qui sont des actions qui améliorent le stock de carbone ou pour la biodiversité qui conservent, même dans un pays comme le Gabon, il y a des problèmes de lutte anti-braconnage et on a besoin de financement pour justement renforcer la lutte anti-braconnage dans les parcs, par exemple, ou dans d'autres endroits. Donc ça peut générer des certificats biodiversité et c'est indépendant de ça. L'autre, donc à mon avis, c'est né comme ça du point de vue français, tel que je l'ai vu en tout cas, l'intérêt monter. Et puis, je dirais que l'intérêt aussi dans cette affaire, il faut bien comprendre que c'est avec le manque de financement public qui est de plus en plus criant, avec les difficultés budgétaires des pays, on cherche absolument à mobiliser de l'épargne privée et des financements privés. Et les certificats biodiversité, ou les crédits biodiversité d'une autre manière, mais là, les certificats, c'est vraiment une logique pour essayer de mobiliser de l'argent privé là où il n'y a plus d'argent public. Merci Alain. Et on va conclure avec une dernière question sur l'accueil de cette proposition de certificat ou de contribution nature, une vision un peu plus holistique. Notamment, par exemple, est-ce que ça a été évoqué dans l'élaboration du cadre des sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation?
Oui, ben, je crois que c'est un peu la logique. Disons que, alors, attention, les cadres, la SNC, c'est de la compensation. Donc, on est très bien, on est dans la logique de compensation par l'offre, comme je l'indiquais tout à l'heure. Là, si vous voulez, lorsqu'on parle de certificat biodiversité, donc dans ces logiques de contribution, euh, c'est quelque chose qui est plutôt bien reçu, je crois, du point de vue, enfin, ça intéresse beaucoup de monde au niveau international. Avec des critiques, il y a deux types de critiques, hein. Il y a une critique qui est de dire, au fond, euh, ça peut aussi servir à de la compensation, donc ce n'est pas bien. C'est vrai que on peut tout à fait envisager que des certificats biodiversité dans un endroit où il y a de la compensation par l'offre, eh bien, un régulateur national puisse dire, eh bien, certains types de certificats biodiversité peuvent être utilisés pour de la compensation parce qu'ils sont alignés avec les exigences de compensation. Rien ne l'empêche, si vous voulez. Ils sont pas faits pour ça. C'est pas du tout ça l'idée de base, mais rien n'empêche que on puisse utiliser des certificats biodiversité dans le cadre de la compensation, même si leur but initial encore n'est pas ça. Mais je vois pas très bien comment on pourra empêcher ça. Ça génère des critiques en disant finalement, vous revenez dans l'univers de la compensation à travers ce genre de choses. Bon, effectivement, c'est un débat qui peut se poser. L'autre type de critique, c'est de dire au fond, est-ce que ça se distingue de la philanthropie? Alors, ça se distingue quand même de la philanthropie dans une certaine mesure, c'est-à-dire que bien sûr, c'est des financements pour la communication, mais ça peut permettre quelque chose, à mon avis, c'est d'avoir des économies de coûts de transaction. Parce que quand vous faites, quand vous êtes quand vous voulez mettre de l'argent à partir de rien pour contribuer à la biodiversité dans une optique de philanthropie, ben, vous devez faire tout un travail pour essayer de trouver les bons projets, les bons pays, les bonnes pratiques, etc. Tandis que là, si on a des certificats biodiversité, vous pouvez avoir effectivement un certain nombre de choses qui sont proposées déjà sur un marché et vous avez des garanties. Ça vous permet d'avoir des économies d'une certaine manière de temps, de coûts de transaction. C'est-à-dire que vous allez pouvoir acheter des certificats qui ont donc été certifiés et vérifiés de manière indépendante, qui ont donc un certain nombre de garanties avec des standards, avec bien sûr toujours un peu de risque, mais en tout cas, ça vous fait des économies de temps et de coûts de transaction plutôt que d'aller chercher vous-même le bon projet au bon endroit et disons, avec les bonnes métriques. Merci Alain. Du coup, le temps file et on va conclure. Je vais laisser Nicolas conclure. Merci Magali, merci Alain. C'était extrêmement riche. Merci beaucoup pour ta présentation et toutes ces, voilà, la présentation de tous ces enjeux. On a eu beaucoup de questions, donc désolé aux participants si on n'a pas pu répondre à toutes vos questions. Évidemment, les échanges continuent. N'hésitez pas à nous adresser des questions si vous en avez, et puis on verra dans quelle mesure on peut peut-être les adresser à Alain. En tout cas, merci beaucoup pour votre participation. Je rappelle que ce Café Brousse était organisé dans le cadre des activités du groupe de travail Pays en développement et biodiversité du Comité français de l'UICN. C'est un groupe de travail qui bénéficie du soutien financier de l'Agence française de développement et de l'Office français de la biodiversité, qu'on remercie également au passage. Et donc, si vous souhaitez en savoir plus sur nos activités du groupe de travail, je vous invite à aller voir le site internet que j'ai mis dans la conversation et éventuellement à venir nous rejoindre pour ceux qui sont intéressés, sachant que ce groupe de travail traite en majorité des enjeux de biodiversité dans les pays en développement, comme son nom l'indique. Merci encore à Alain. Ce Café Brousse a été enregistré, donc sera rediffusé sur la chaîne YouTube du Comité français de l'UICN. Et donc, vous pourrez revoir toute la présentation d'Alain. Ça répond notamment à une des questions qui était de savoir si on allait partager la présentation, mais en fait, on va mettre directement le Café Brousse en ligne. Donc voilà, on pourra, n'hésitez pas à le rediffuser aussi de votre côté. Il sera en ligne tout prochainement, je pense, dans les tout prochains jours. Voilà, merci beaucoup. Merci encore Alain, merci Merci. Magali et merci à tous pour votre participation et à une prochaine fois pour un prochain Café Brousse. Merci, au revoir. Au revoir.